Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette visioconférence consacrée à Biden et le Moyen-Orient, 3 mois après sa prise de fonction. On a jugé utile d'organiser cette réunion et ce débat ce soir parce que nous avons tous en tête le bilan assez catastrophique des 4 ans de Donald Trump passé à la présidence des États-Unis, en tout cas catastrophique pour les acquis du multilatéralisme et le droit international, car il faut toujours le rappeler, si il est de bon ton de considérer que ces années ont été bien néfastes, pour autant, certains États, et notamment dans la région, ont tiré profit de la présidence de Donald Trump. Je pense bien sûr à l'État d'Israël, je pense à l'Arabie saoudite, je pense aux Émirats arabes unis et quelques autres États. Alors certes, dans ce contexte, l'arrivée de Joe Biden a suscité beaucoup de commentaires assez élogieux, assez optimistes, et on doit s'en féliciter. Et il est vrai que depuis son arrivée à la présidence, sa prise de fonction à la Maison-Blanche, bon nombre de déclarations, beaucoup d'annonces ont été faites, et je me concentre là sur le Moyen-Orient, voire même des débuts d'application de ces décisions, et on doit s'en féliciter. Alors pour mémoire, mais ce sera l'objet de les passer en revue et de les décliner plus avant dans le cours de cette visioconférence, c'est bien évidemment principalement peut-être la décision et la volonté de renouer un dialogue et des négociations avec l'Iran. C'est aussi la menace d'arrêt du soutien logistique et des États-Unis aux opérations militaires mises en œuvre par l'Arabie saoudite au Yémen contre les Yéménites, ce qui me paraît très important. C'est aussi le fait qu'il a été décidé de retirer les houthis yéménites de la liste des organisations terroristes. C'est aussi la réactivation de l'aide financière des États-Unis à l'UNRWA, c'est-à-dire cet office des Nations Unies d'aide aux réfugiés palestiniens. J'arrête là la liste, on y reviendra plus en détail ensuite. Donc tout cela est finalement de bon augure pour la suite, c'est incontestable. Mais comme le dit le proverbe français, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres. Et comme l'a expliqué d'ailleurs Dominique Vidal, qui est parmi nous dans un texte qu'il a commis il y a quelques semaines, s'il y a une véritable évolution et si surtout on ne peut pas considérer qu'entre Donald Trump et Joe Biden c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et Dominique faisait référence à une expression qui avait fait florès en France lors des élections présidentielles de 1969, il est tout à fait important de mesurer le plus précisément possible le moment présent et si possible, c'est toujours dangereux et compliqué de faire de la prospective, d'évaluer quel sera l'avenir proche des initiatives états-uniennes au Moyen-Orient. En d'autres termes, s'expose-t-on ou pas à de sérieuses déconvenues ou au contraire peut-on raisonnablement considérer que les dossiers principaux, j'en ai cité que quelques-uns, vont se débloquer. D'où le titre de la conférence ce soir, infléchissement, rupture ou effet d'annonce. Et encore une fois, je pense que 3 mois nous laissent le recul nécessaire pour tenter de tirer un premier bilan qui ne sera qu'un bilan d'étape, bien évidemment. Un certain nombre de dossiers vont se cristalliser, vont se développer, mais pour autant, il nous a semblé utile ce soir de faire ce point d'étape. Alors pour ce faire, je tiens tout particulièrement à remercier nos 3 intervenants. Tout d'abord Amélie Myriam Cheli, que je salue, qui est sociologue, spécialiste de l'Iran et qui est actuellement chargée d'enseignement en relations internationales à l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine. Philippe Golub, bonjour Philippe, qui est lui professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris et qui est principalement, pas uniquement, mais principalement spécialiste des États-Unis, tant dans dans leurs aspects intérieurs que dans le domaine de la politique extérieure. Et Dominique Vidal, bonjour Dominique, qui est lui journaliste et historien et évidemment, inutile de le préciser, spécialiste du Moyen-Orient ô combien. Donc, la première question que j'aimerais poser s'adressera à Philippe, parce que nous avons beaucoup parlé de Biden, nous avons beaucoup parlé des élections aux États-Unis, et c'est tout normal. Nous savons que Biden a une très longue expérience de responsabilité politique
tant en tant que parlementaire que comme vice-président lors de la présidence Obama. C'est évidemment très important. Mais la question que je voudrais te poser, elle est toute simple, mais la réponse est sûrement beaucoup plus compliquée à formuler. C'est quelle est la perception de Joe Biden à propos du Moyen-Orient? Comment voit-il les rapports de force qui structurent cette région? Comment voit-il leur évolution? Et puis, on se rappelle que lors de la présidence Obama, on avait beaucoup parlé du fameux pivot asiatique. Est-ce que Biden a la même préoccupation? En d'autres termes, pense-t-il qu'il faut plutôt opérer un retrait ou pas des États-Unis? Moi, personnellement, je n'ai jamais été convaincu par cette thèse du retrait. Je pense que le Moyen-Orient reste une région géopolitique absolument essentielle à la politique extérieure des États-Unis. Enfin, et toute dernière question, c'est celle qui concerne les droits humains, parce que lors de la campagne électorale, Biden a beaucoup évoqué ces dossiers de liberté, de droits humains. C'est donc très, très important, bien évidemment, mais peut-on considérer que cet aspect sera un élément structurant, déterminant pour le développement de sa politique au Moyen-Orient? Voilà donc quelques questions pour ouvrir le débat, pour cadrer le débat, et je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup Didier, merci à l'IRIS d'avoir organisé cette visioconférence. Les questions posées que tu viens de poser Didier, habituellement devraient requérir une réponse d'1 heure ou deux au minimum. Je vais essayer de concentrer ma réponse sur quelques axes importants et de façon synthétique. D'abord, je vais essayer de localiser la politique américaine au Moyen-Orient actuellement dans un cadre plus large. Effectivement, le pivot vers l'Asie reste la question qui me semble la plus déterminante dans la politique internationale des États-Unis. La priorité stratégique des États-Unis aujourd'hui comme hier, et c'est un des grands éléments de continuité qui va de Obama en passant par Trump jusqu'à Joe Biden aujourd'hui, la priorité stratégique des États-Unis est de recentrer les efforts des États-Unis sur ce qu'ils appellent l'Indo-Pacifique. Je ne suis pas très convaincu de cette appellation géopolitique nouvelle, mais c'est ce qu'ils disent, donc reproduisons leur langage vers l'Indo-Pacifique et le corollaire de cet effort de redéploiement vers l'Indo-Pacifique est un effort de réduction de l'exposition des États-Unis aux risques multiples qui existent au Moyen-Orient, c'est-à-dire une politique de désengagement relatif, non pas de désengagement total ni de retrait général, mais de désengagement relatif pour limiter l'exposition américaine dans la région dans son ensemble, puisque les décideurs américains ont appris, les élites de politique étrangère et de sécurité américaine ont appris douloureusement au cours des 15 dernières années, des 20 dernières années, quel était le prix à payer des longues interventions, des interventions militaires directes dans la région avec des conséquences extrêmement néfastes pour la crédibilité des États-Unis au niveau international, pour les finances américaines et bien sûr sur la cohésion interne aux États-Unis, pour ne même pas parler du chaos géopolitique qui est engendré par cela. L'administration Biden a très clairement fait savoir qu'ils étaient dans la continuité de cette politique du pivot de Obama. Ils ne l'appellent plus comme ça. Ce n'est pas le nom qui est donné à cette politique, mais les décisions qui ont été prises récemment, y compris au niveau du personnel au sein de l'administration, vont dans ce sens. Au ministère de la Défense, le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a initié un réexamen du plan de déploiement global des forces américaines avec pour objectif de réduire l'exposition américaine au Moyen-Orient et de redéployer et renforcer les forces dans la région Asie-Pacifique. Il a indiqué, ça c'était il y a 2 semaines, que le Moyen-Orient, il a dit clairement que le Moyen-Orient n'était pas l'une de ses principales priorités et ses conseillers, les 3 conseillers principaux sur la Chine sont sur la Chine, le Covid et le climat. Son adjointe Kathleen Hicks et son chef de cabinet Kelly Magsamen sont tous les deux des experts de la Chine et on perçoit le même phénomène au Conseil national de sécurité où le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a lui aussi réduit l'équipe, il a réduit l'équipe consacrée au Moyen-Orient et renforcé l'unité de de coordonner la politique américaine à l'égard de la région Indo-Pacifique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tous,
mais il y a eu un échange d'amabilité, je suis là évidemment ironique, d'amabilité d'une rue, il y a eu une quasi-crise diplomatique entre la Chine et les États-Unis en Alaska il y a quelques semaines, lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le conseiller aux affaires de sécurité nationale et leurs homologues chinois, où rarement dans des exercices de diplomatie traditionnelle, on avait remarqué un tel niveau de violence verbale entre les deux parties et des accusations mutuelles publiques qui ont été échangées. Donc, on est là dans un moment de tension croissante et grandissante entre la Chine et les États-Unis, qui est assumée des deux côtés, ce qui évidemment relativise encore plus l'importance du Moyen-Orient pour la politique internationale de Washington. Ceci ne veut pas dire non plus que le Moyen-Orient va disparaître de l'agenda, parce que le Moyen-Orient s'invite constamment dans la politique américaine, dans la politique internationale des États-Unis, par une crise ou par une autre. Donc l'objectif dessiné jusqu'ici par la diplomatie américaine et par le Conseil de sécurité nationale et par les conseillers du président comme Robert Malley, qui est le coordinateur du dossier iranien, sont ceux énoncés par toi, Didier, au début. C'est de mettre une fin aux opérations militaires offensives menées par l'Arabie saoudite au Yémen, de régler, si possible, au niveau multilatéral, la crise humanitaire yéménite, de chercher une solution diplomatique par les Nations Unies, de se réengager partiellement en Syrie diplomatiquement pour essayer de trouver une solution, sans doute en coopération avec la Russie, puisqu'il n'y aurait pas d'autre choix, de limiter les dégâts, alors j'insiste sur ça, non pas de régler, mais de limiter les dégâts dans le conflit israélo-palestinien, en s'éloignant des politiques pro-annexionnistes de Trump et en revenant au soutien qui est théorique, soutien théorique traditionnel des États-Unis à une solution de deux États, et en rétablissant l'aide humanitaire qui a été faite déjà à l'UNRWA. Donc, l'ambassade va rester à Jérusalem. La diplomatie américaine a publiquement indiqué qu'il n'accepterait pas des initiatives à l'ONU qui iraient à l'encontre des intérêts d'Israël. Donc, on est dans une diplomatie assez classique, finalement, au Moyen-Orient, mais c'est une diplomatie qui a pour objectif la réparation des dégâts engendrés au cours des dernières années, plutôt que d'un plan général de transformation des conflits. Là où je vois un tout petit peu plus d'espoir, mais je suis quand même prudent, c'est sur le dossier nucléaire iranien où effectivement on retrouve une négociation, la direction des négociations avec l'Iran. Ce sera très difficile, d'autant plus que la Chine et les Iraniens, les relations diplomatiques et économiques entre la Chine et l'Iran ne cessent de croître et les États-Unis se trouvent dans une situation difficile où ils doivent en même temps contrer l'influence chinoise, trouver une solution au programme nucléaire iranien et gérer l'impact de leurs négociations avec l'Iran, avec Israël et l'Arabie saoudite. Donc, je pense qu'il y a de très grandes difficultés qui s'annoncent, qu'on est dans une diplomatie classique et non pas du tout une politique de rupture. Merci beaucoup. Alors justement, la transition est toute faite. Amélie, ce qui apparaît clairement, c'est que probablement le gros dossier qui va occuper les semaines et les mois à venir, c'est le dossier qui a trait à l'Iran. Nous nous rappelons, mais peut-être pourras-tu nous donner quelques rappels sur les décisions qu'avait prises Donald Trump en son temps. Il faudrait essayer, en quelques minutes, c'est toujours chose compliquée, de nous tracer un peu un tableau de la situation. Tout d'abord, quels sont les effets réels du point de vue économique des sanctions qui ont été mises en œuvre à l'époque de l'administration Trump, en tout cas depuis 2018. Quels sont aujourd'hui les facteurs de blocage? Quels sont les enjeux pour l'Iran? En d'autres termes, quelles sont les perspectives? Philippe vient de nous évoquer qu'il était plutôt pessimiste sur ce dossier, que ça allait être très compliqué. Nous savons que la semaine dernière, à Vienne, des contacts ont été pris. Alors évidemment, la délégation des États-Unis n'est pas physiquement présente avec les autres délégations, mais ils ne sont pas loin. Où en est-on? As-tu des éléments concrets pour tenter de mesurer le moment présent, justement,
et les hypothétiques évolutions toutes récentes qui peut-être sont en train de se cristalliser à Vienne. Amélie, tu n'as pas branché ton micro. Désolée, excusez-moi, je te remerciais et je te disais qu'effectivement, cette question en contenait beaucoup et que j'allais essayer d'être la plus synthétique et la plus structurée possible. On est aussi là avec l'administration Biden dans une volonté de détricoter des mesures qui avaient été prises par Donald Trump, au premier rang desquelles, bien évidemment, le désengagement américain du JCPOA, du plan d'action conjoint pour le nucléaire, et d'un certain nombre de mesures qui ont accompagné la retransposition totale des sanctions. Alors, la situation actuelle, quelle est-elle? Effectivement, on semble être dans un cul-de-sac qui déjà était préfiguré dans la campagne de Biden, puisque déjà pendant sa campagne, il expliquait qu'il était dans la perspective d'un retour sur les accords, mais déjà à l'époque, la classe politique iranienne mettait en exergue un certain nombre de difficultés. Les États-Unis entendaient revenir dans les accords si l'Iran désamorçait sa politique légale de non-respect de sa contrepartie. Rappelons qu'il s'agit ici de l'exception d'inexécution, puisque à partir du moment où l'un des signataires ne remplit pas sa contrepartie, eh bien légalement, une autre partie a le droit de suspendre un certain nombre de ses obligations. Et la classe politique iranienne dit qu'un État qui est sorti des accords n'a pas son mot à dire sur les accords. Donc déjà, pendant la campagne, on avait cette problématique qui est en train de se développer de façon beaucoup plus concrète aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Iran sont d'accord sur deux choses. D'abord, pour un retour aux accords, et ensuite, le fait de mettre un terme à la politique aux tendances bilatérales de Donald Trump. Donc ça, c'est deux points d'accord. Maintenant, la négociation part en l'état du fait que l'administration Biden a un levier exceptionnel qui a néanmoins été mis en place par Donald Trump, c'est-à-dire la retransposition totale des sanctions. Donc, il part déjà avec un levier de négociation qui est très intéressant. Et de son côté, l'Iran part avec un autre levier qui est inhérent à sa sortie progressive de ses engagements, avec deux points qui sont absolument incontournables. D'abord, le réenchérissement de l'uranium à 20%, c'est-à-dire 3,27% au-dessus de ce qui est prévu par les accords. On est très très loin du basculement militaire puisque c'est à 90%, ça c'était pour rappel. Et surtout un point qui nécessite une petite explication technique, un petit peu compliqué à comprendre, c'est la suspension du protocole additionnel du traité de non-prolifération. De quoi s'agit-il? L'Iran est depuis les années 70 signataire du traité de non-prolifération et du protocole additionnel qui n'a pas été ratifié, mais qui prévoit des contrôles accrus de l'AIEA pour contrôler justement la progression de la politique nucléaire de l'Iran. Petite parenthèse, en matière de nucléaire, l'Iran est le pays le plus contrôlé au monde. Donc quand le JCPOA a été signé, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, prend part aux accords et il est donc prévu qu'elle exerce un contrôle. L'Iran, à ce moment-là, pour montrer sa bonne foi, a volontairement déclaré que le pays acceptait un contrôle accru tel que le prévoit le protocole additionnel que le pays n'a pourtant pas ratifié. En quoi consiste le caractère accru de ce contrôle? C'est plus de caméras dans les laboratoires et dans les centrales, un accès en temps et en heure à toutes les données scientifiques iraniennes, et puis plus de visites inopinées qui peuvent s'étendre dans une durée plus importante que celle prévue par le JCPOA. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Iran concrètement pour avoir un levier de négociation? Réenchérissement de l'uranium, d'une part, et d'autre part, le désengagement, la suspension de l'application volontaire du protocole additionnel au traité de non-prolifération. Donc, en plus de ces suspensions, de ces retraits progressifs, qui, rappelons-le, restent légaux, c'est en ce sens-là qu'il faut entendre les deux leviers de négociation des deux parties dont il est question aujourd'hui. Alors, pour rester dans la description de la situation actuelle, on voit que Joe Biden veut revenir dans les accords et montre une volonté de revenir à une politique d'équilibre, un petit peu comme Obama l'avait fait. Moins pro-Saoud, plus à l'écoute de l'Union européenne, qui, rappelons-le, d'après les accords, doit à la fois avoir un rôle de danseur et de chorégraphe. Je reprends la terminologie employée par la classe politique iranienne. C'est-à-dire que l'Union européenne est censée avoir un rôle de signataire, mais aussi de négociateur si jamais il y avait un blocage dans le cadre des accords.
Donc, pour permettre les négociations, toute l'équipe qui est dans l'appareil diplomatique et sécuritaire américaine actuellement compte des négociateurs qui étaient partis à Oman en 2013 pour mettre sur pied justement le JCPOA. On pense au directeur de la CIA, William Burns, secrétaire à la sécurité nationale, Jack Sullivan, le secrétaire d'État Blinken ou encore Wendy Sherman. Et puis, bien évidemment, Robert Malley, dont il a été question tout à l'heure. On pourra revenir un petit peu dessus. Ce sont des personnes qui ont été des interlocuteurs de l'Iran, qui connaissent le dossier iranien. Et si tous n'ont pas le même rapport à l'Iran, par exemple, je pense qu'il n'est pas comparable, qu'on ne peut pas comparer Robert Malley et Jack Sullivan à ce titre. On pourra aussi revenir là-dessus. Évidemment, on voit qu'on est dans une politique qui doit viser la négociation pour la réintégration des accords. Donc, à côté de ça, vous avez aussi des signes de main tendue vers l'Iran, au premier rang desquels, on en a parlé, le retrait des Houthis à la liste des organisations terroristes. Officiellement, c'est pour une question d'acheminement de l'aide humanitaire, mais mécaniquement, ça répond aux intérêts iraniens. On peut aussi penser à l'affaire du pavillon coréen qui montre un assouplissement des États-Unis vis-à-vis de l'extraterritorialité des sanctions américaines. On pourra revenir sur tous ces points et si vous voulez, je pourrais aussi développer la question du pavillon coréen. Mais en l'état, il me semble que c'est ici que nous nous trouvons concernant le dossier du nucléaire. Merci infiniment pour cette rapide mais synthétique mise au point. Dominique, on vient d'évoquer ce qui semble le premier grand dossier sur la zone Moyen-Orient. Il y en a un deuxième qui est évidemment infiniment important, et dont pour ma part, je n'ai jamais considéré qu'il persistait à occuper une forme de centralité dans les problématiques moyen-orientales, c'est celui qui concerne la question palestinienne et par extension israélo-palestinienne. Et nous nous rappelons aussi que c'est probablement les Palestiniens qui sont parmi ceux qui ont le plus pâti des mesures, des initiatives et des décisions prises par Donald Trump. Alors, il y a eu un certain nombre d'annonces depuis lors, j'en ai évoqué quelques-unes, mais tu les compléteras utilement. Est-ce que tu penses que ces décisions, que cette mise en œuvre de certaines des décisions vont véritablement modifier la nature et l'état du dossier palestinien qui est assez gelé malheureusement? Parce qu'une chose m'interroge, moi, c'est que je ne veux pas du tout minorer l'importance de ces premières décisions ou déclarations. En 3 mois, ma foi, ça change en partie la donne. Mais pour l'instant, aucune initiative diplomatique ne se profile qu'à l'horizon. Or, nous savons très bien que seule une solution diplomatique et politique pourra débloquer cette situation dans les territoires occupés. Donc, comment peut-on envisager, de ton point de vue, les perspectives dans le court terme, ce n'est pas la peine de se projeter à 5 ou 10 ans, mais dans le court terme. Et puis, évidemment, si on réfléchit sur le court terme, il y a des incidences pour le moins importantes. Tout d'abord, le résultat des élections en Israël, il y a quelques jours, que nous connaissons, mais sur lesquelles tu pourras éventuellement revenir, et puis celles qui sont planifiées très prochainement, dans les semaines à venir, dans les territoires palestiniens. Donc évidemment, ces aspects électoraux, pour ce qu'ils représentent des rapports de force politique et en Israël et au sein de la Palestine, auront une importance indéniablement sur les possibilités de procéder au déblocage de ce dossier. Donc je te laisse la parole sur ces dossiers compliqués, bien sûr, comme les autres. Merci beaucoup Didier, d'abord d'avoir organisé ce débat et puis de me laisser y intervenir avec des partenaires aussi convaincants que Philippe et Amélie. Je partage d'abord l'opinion de Philippe, je veux le dire, que la question cruciale, c'est les rapports avec la Chine. C'est évident que ça dominera toute la présidence Biden et sans doute au-delà d'ailleurs. Deuxièmement, parce que il y a cette question majeure des rapports avec la Chine, l'Iran est une question essentielle. Parce que l'Iran est un des éléments qui peut jouer un rôle. On imagine ce qui se passerait si l'Iran basculait, non plus du côté de Poutine, qui d'ailleurs n'a pas grand intérêt visiblement dans les affaires iraniennes pour l'instant. Il laisse même Netanyahou bombarder régulièrement la Syrie et plus particulièrement les troupes iraniennes là-bas. Bref, si l'Iran basculait du côté chinois, ce serait une affaire majeure au-delà de l'Iran. Donc je crois, et j'ai bien écouté ce que nous a dit Amélie, qu'il faut regarder de près ce qui se passe à Vienne. Moi, je n'ai pas d'informations particulières, sauf que je regarde
Benjamin Netanyahou et son équipe multipliaient les provocations. Il y a eu des attaques répétées contre des tankers iraniens, et voilà que le Mossad ne se cache absolument pas, dans la presse israélienne c'est dit clairement, d'avoir saboté la centrale nucléaire de Natanz. Entre nous, soit dit d'ailleurs, je suis étonné de l'absence totale de réaction de la communauté internationale. Enfin, on a sanctionné les Russes ou d'autres pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, mais là, personne ne parle d'une attaque qui est une attaque absolument illégale aux yeux du droit international. Alors, certains, y compris des amis d'ailleurs proches, me disaient, mais l'Iran va bouger, mais le reste, pas du tout. L'administration Biden ne va pas se mêler du dossier israélo-palestinien. Le fait est que, au moins au niveau déclaratif, il y a beaucoup de choses. Tu as dit, Didier, et je crois que Philippe l'a redit, sur la question de Jérusalem, on n'a évidemment pas de remise en cause du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Sauf que la nouvelle administration est en train de rouvrir le consulat à Jérusalem-Est. Ce qui est une manière symbolique de nuancer le coup de force de Trump de l'époque en disant, au fond, la capitale d'Israël, ça peut être aussi, s'il y en avait un jour, celle d'un État palestinien. Sur les paramètres fondamentaux du conflit, ça n'est pas indifférent de savoir que la diplomatie américaine revient à ses positions d'avant Trump, c'est-à-dire elle cherche à nouveau une solution à deux États, elle requalifie d'illégales les colonies et toute forme d'annexion, ce qui est un enterrement du deal du siècle. Même sur la normalisation, on a eu une première mise au point du porte-parole du secrétaire d'État au premier point de presse. Je cite, parce que c'est intéressant. Les États-Unis continueront à recommander à d'autres pays de normaliser leurs relations avec Israël. On ne s'attendait pas à autre chose. Mais, ajoutait-il, il ne s'agit pas d'un substitut à la paix israélo-palestinienne. Nous espérons qu'Israël et d'autres pays de la région s'uniront dans un effort commun pour contribuer à un progrès tangible vers l'objectif consistant à promouvoir une paix négociée entre Israéliens et Palestiniens. On n'a jamais entendu Trump dire ça. Et je suis frappé, c'est plus étonnant, par le fait que la nouvelle administration n'entend pas se laisser forcer la main par Benjamin Netanyahou, même MBS et autres, sur cette affaire de normalisation. Par exemple, on suspend la livraison des chasseurs F-35, qui était le petit cadeau offert aux Émirats, auxquels ils tenaient beaucoup. Plus important, on rediscute, si j'ai bien compris, la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. MBS, dans tout ça, est particulièrement visé, je trouve. J'aimerais bien avoir l'opinion de Philippe et d'Amélie là-dessus. Biden traite avec le roi Salman, pas avec MBS. Un rapport de la CIA est publié, juste au bon moment, qui accuse nommément MBS d'avoir ordonné, c'est presque dit comme ça, l'assassinat de Khashoggi. Et Washington, comme ça a été dit, annonce que les États-Unis ne soutiendront plus la guerre saoudienne au Yémen et ont retiré les Houthis de la liste des organisations terroristes. À ça, il faut ajouter trois gestes immédiats très significatifs du point de vue palestinien. D'abord, la réouverture de leur mission à Washington. Ça a l'air de rien, mais enfin, elle avait été fermée brutalement et le représentant, l'ambassadeur, disons, palestinien, chassé dans de très brefs délais. Deuxièmement, la reprise des négociations et de l'aide financière directe. C'est quand même 235 millions de dollars, 75 millions directement, 150 millions via l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et troisièmement, Washington reprend sa place dans l'UNRWA. Autre retour qui n'était pas prévu, le retour au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, même s'il s'accompagne de commentaires, disons, balancés. Plus étrange, enfin, et ça m'a beaucoup frappé parce que personne n'en a parlé, le bureau du Premier ministre israélien s'est cru obligé de réaffirmer que le Golan restera israélien. Pourquoi? Parce qu'Anthony Blinken a fait une déclaration assez étonnante, disant qu'évidemment le plateau est très important pour la sécurité d'Israël, mais que les questions de légalité sont d'un autre ordre. Ce qui pourrait sembler
le doigt mis dans un engrenage de remise en cause de l'annexion elle-même du Golan, reconnue, comme on sait, par Trump. Il y a très peu de gestes qui vont dans l'autre sens. C'est vrai, le département d'État a désapprouvé la décision de la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes de guerre dont l'autorité palestinienne, le Hamas, accuse l'armée israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Mais en même temps, Biden a annoncé que les sanctions contre la procureure de la CPI étaient levées. Deuxièmement, et c'est vrai aussi, c'est important du point de vue israélien, Biden s'est engagé à adopter la définition de l'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'IHRA. C'est surtout symbolique parce que le texte lui-même n'engage pas grand-chose. Il faudra évidemment, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les trois, voir si et comment toutes ces orientations se traduisent dans la politique de Washington, si elles annoncent ou non une initiative rompant avec l'alignement de Donald Trump sur Israël. Je ne crois pas non plus qu'on aille vite vers une telle initiative, mais on ne peut pas, sauf à s'engager dans une grille de lecture qui ne permet absolument pas de comprendre ce qui se passe, en revenir à ce fameux blanc bonnet et bonnet blanc dont tu parlais, Didier, qui était la formule de Jacques Duclos, qui avait réussi quand même à faire 22% au premier tour de la présidentielle de 1969 comme candidat du PCF. Je doute que Fabien Roussel puisse rêver d'un chiffre de ce type, mais il n'avait pas été au second tour et donc il avait face à lui Georges Pompidou et Alain Poher et il disait c'est blanc bonnet et bonnet blanc. De toute évidence, Trump et Biden, ça n'est pas blanc bonnet ou bonnet blanc. C'est vrai que tout ça, pour l'instant, est plus du domaine de déclaratif que du domaine de l'action, mais quand même, après l'enfer des 4 ans de Trump, un enfer pour les Palestiniens, mais je ne crois pas seulement pour eux, c'était pour toute la région, une espèce de tremblement de terre permanent. C'est ce détricotage, j'ai beaucoup aimé l'expression d'Amélie, ce détricotage du tricot de Trump me paraît quelque chose d'important. Ça pose une base sur laquelle on peut ensuite travailler. De toute évidence, en tout cas, en Israël, ça secoue très sérieusement les dirigeants israéliens, notamment Netanyahou. Et pour l'instant, je ne crois pas, je ne vois pas en tout cas, qu'ils puissent former un gouvernement pour poursuivre la politique radicalisée qui est celle qu'il mène, qu'il impulse depuis 2015. Il lui faudrait pour le faire avoir non seulement le ralliement de Bennett, le parti d'extrême droite à la fois colon et religieux, et il faudrait aussi donc à la fois les islamistes et les fascistes, disons, les héritiers du rabbin Kahan, dont je rappelle que le parti était interdit par la Knesset. Donc, on imagine mal un gouvernement, une coalition autour du Likoud, incluant à la fois les islamistes et les fascistes, ou alors ça nous amènerait à des discussions un peu plus métaphysiques sur les rapports entre islamisme et fascisme, en l'occurrence. D'accord. Bon, merci beaucoup, Dominique. J'aimerais, avant de passer la parole à nos amis qui sont connectés, vous reposer à chacun une question. Je vous demanderai, si possible, de faire des réponses très brèves. Philippe, je voudrais revenir aux États-Unis à proprement parler pour que tu nous évoques l'état des rapports de force sur la scène politique intérieure aux États-Unis. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, Sanders et Warren, quand ils se sont ralliés à Biden, ont dû poser un certain nombre de conditions, ce qui est de bonne guerre. Et j'imagine aussi que sur le Moyen-Orient, notamment Sanders, a posé des conditions qui expliquent peut-être la nature des décisions que vient de nous rappeler Dominique. Alors qu'en est-il exactement? Et cet aspect de la vie politique intérieure, notamment au sein du Parti démocrate, peut-il avoir des effets positifs, de mon point de vue, dans les mois à venir? Si je me projette dans l'autre partie de l'échiquier politique aux États-Unis, il y a la question du Parti républicain. Alors certes, en la personne de Donald Trump, ils ont subi une défaite, mais pour autant, les rapports de force au Congrès sont quand même très, très justes pour les démocrates aujourd'hui. En quoi, peut-être, les républicains peuvent-ils peser dans un sens inverse à propos des dossiers Moyen-Orient sur les décisions du président Trump? Donc voilà, on est dans une situation où les rapports de force ne sont probablement pas fixés,
où ils sont très mouvants, et cela peut avoir bien sûr des incidences sur les dossiers que les uns et les autres vous venez d'évoquer au Moyen-Orient. Merci pour cette question, Didier. D'abord, malheureusement, je crains que Bernie Sanders n'a pas eu le poids politique, il n'a pas le poids politique pour poser des conditions à la définition de la politique internationale des États-Unis sous Biden. Ça ne marche pas vraiment de cette manière. C'est là où Sanders a eu et a encore une influence importante dans la définition de la politique américaine ou états-unienne, c'est en politique intérieure, c'est sur les politiques économiques, c'est sur les politiques sociales, c'est sur la définition, par exemple, de la nouvelle politique de taxation plus progressive qui va être mise en œuvre bientôt aux États-Unis. Là, Sanders a eu un rôle absolument déterminant et nombre de ces réflexions agissent dans l'administration Biden qui, à l'évidence aujourd'hui, est en accord avec les grandes orientations en politique sociale et économique qu'avait évoqué Sanders lors de la campagne électorale. Il est vrai que Sanders, sur la question israélo-palestinienne, était beaucoup plus avancé dans sa réflexion que l'équipe Biden, qui regroupe des diplomates, une diplomatie assez traditionnelle finalement, réaliste, comme je l'ai dit, et donc qui recherche à la fois le retour à la légalité internationale, et c'est important la légalité internationale, puisque après tout, comment pouvoir établir un rapport de force idéal ou idéologique avec la Chine si ce n'est pas, y compris au niveau des grands principes du droit international, que le droit prime sur la force, que le droit est le cœur même des agissements en communauté internationale. Donc le droit, donc c'est une équipe qui revient au droit international, qui revient au multilatéralisme, qui revient à des principes qui sont finalement des principes traditionnels des administrations démocrates qui ont précédé, je pense à Obama en particulier, mais aussi à Bill Clinton, qui était à peu près dans la même orientation. Donc je pense que l'aile gauche du Parti démocrate, qui est substantielle, qui est importante, qui est dynamique au niveau politique et social aux États-Unis, son action ne se concentre pas en politique internationale et ne se révèle pas non plus en politique internationale. C'est du domaine souverain de l'exécutif et éventuellement du Sénat des États-Unis. Et donc, je passe à la deuxième partie de la question. Le Sénat, évidemment, qui est partagé exactement également en deux, 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. Donc, la voix déterminante, c'est celle de la vice-présidente lorsqu'il y a blocage dans la Chambre, dans le Sénat. Le Sénat pèse en politique internationale. La Chambre des représentants peut peser en coupant les cordons de la bourse, en limitant le financement de telles ou telles opérations militaires, en limitant les moyens donnés à l'exécutif. Mais le Sénat pèse dans les nominations diplomatiques, par exemple, les ambassadeurs doivent être confirmés par le Sénat, les ministres doivent être confirmés par le Sénat, etc. Donc les républicains ont des marges de manœuvre. Leurs marges de manœuvre ne sont pas très grandes, puisque la vice-présidente peut toujours voter, in fine, mettre fin à des blocages, des deadlocks, comme on dit aux États-Unis, au sein de la procédure législative. Donc, ce que moi, j'entrevois, c'est l'administration Biden recherche une transformation profonde, rapide, substantielle, avec des effets moyen terme et long terme, intérieurs américains, pour consolider la position du Parti démocrate à plus long terme aux États-Unis, n'est-ce pas, et marginaliser le Parti républicain. Et évidemment, en politique internationale, il n'y aura pas de traduction immédiate du côté progressiste de la politique américaine en interne, mais si l'effort de revitalisation domestique réussit, à mon avis, à ce moment-là, c'est des États-Unis qui auront plus de confiance pour pouvoir agir dans la scène internationale de façon plus affirmée, dans des objectifs peut-être, il faut rester prudent quand même dans la direction d'objectifs qui seraient dans un bien commun plus caractérisé. D'accord. Amélie, je voudrais préciser sur l'Iran, parce que, outre la question de la négociation sur le JCPOA que tu as évoquée précédemment,
on constate que les États-Unis, mais c'était déjà le cas à l'époque de Donald Trump, ont volonté de négocier aussi sur la question des missiles balistiques et sur la question de la politique régionale de l'Iran. Ils posent ces deux conditions supplémentaires. Alors évidemment, les Iraniens n'acceptent pas. Comment peut-on imaginer une seule seconde que les Iraniens qui habitent cette région depuis des millénaires puissent se laisser dicter leur politique régionale par les États-Unis ou par quiconque? Comment peut-on imaginer une seule seconde que les Iraniens, qui ont toujours dans leur mémoire la guerre contre l'Irak entre 80 et 88, peuvent abandonner la question de la modernisation des missiles balistiques qu'ils considèrent comme un moyen de protection? Donc, comment ces exigences sont-elles perçues en Iran? Comment les différentes fractions qui existent au sein de l'appareil d'État iranien, qui est tout sauf homogène, réagissent-elles? D'autant que cela rentre en écho avec la perspective des élections présidentielles en Iran. Si mes souvenirs sont bons, sont planifiés pour le 21 juin, mais je ne suis plus sûr de la date, tu nous la préciseras. Puis, deuxième question, a été évoquée tout à l'heure par Dominique la question du rapport à la Chine. Nous savons qu'il y a quelques jours, le 27 mars, un accord de coopération stratégique et commerciale qui s'étend sur une durée de 25 ans a été contresigné par les ministres des Affaires étrangères iraniens et chinois. Est-ce que cela ne peut avoir des incidences sur l'hypothèse d'une reprise des négociations sur le JCPOA avec les puissances garantes et avec les États-Unis? Et n'a-t-on pas l'impression que l'Iran est en train de modifier sa politique qui était longtemps ni Est ni Ouest, mais là cet accord sur une durée de 25 ans, dont certaines clauses sont secrètes d'ailleurs, ne risque-t-elle pas de modifier les décisions et la façon dont se disposent les Iraniens sur l'échiquier international, et quelles peuvent en être les conséquences sur la reprise des négociations souhaitées? Merci Didier. Alors pour partir de la question relative au développement du programme de missiles balistiques et du fait de contenir la politique régionale de l'Iran, on peut même faire partir ça d'Obama. C'est-à-dire que même à l'époque d'Obama, pourquoi est-ce que les Iraniens se plaignaient de ne pas pouvoir profiter des bénéfices des levées de sanctions? C'est parce qu'il y avait finalement une neutralisation des sanctions levées relatives au nucléaire, neutralisation par la transposition de sanctions liées à une fameuse triade. C'est la triade développement du programme de missiles balistiques, aide à des groupes figurant sur la liste des organisations terroristes et enfin les questions liées aux droits de l'homme. Donc déjà à l'époque d'Obama. Avec Donald Trump, on a eu quelque chose de beaucoup plus radical, puisque Trump disait que it was a very bad deal pour deux raisons. Première raison, c'était limité dans le temps, et deuxième raison, ça encadrait mal le nucléaire. Or, ce sont les raisons qui sont officielles. Les raisons qui sont plus officieuses, c'est que ça encadre que le nucléaire. C'est surtout ça. Et que ça n'encadre pas la question du programme de missiles balistiques et de la politique régionale de l'Iran. Et c'est ce qui a peut-être fait renverser la table à Donald Trump, tout simplement, puisqu'il ne faut pas l'oublier, les Iraniens se considèrent comme les vainqueurs du conflit syrien. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les Iraniens actuellement misent tout sur l'investissement du grand champion régional avec une idéologie qui s'exporte plus qu'elle ne fait des mules à l'intérieur des frontières. Hein. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Et d'ailleurs, à ce titre, je vais me permettre, alors j'espère ne pas faire une comparaison trop hâtive, mais finalement, avec l'administration Biden, on est finalement sur une ligne qu'on a pu observer chez Emmanuel Macron. Parce que, souvenons-nous, quand il y avait eu la confrontation entre Trump et Macron, Trump n'était pas finalement totalement opposé à... Pardon, Macron n'était pas totalement opposé à Trump. C'était dans la façon d'opérer qu'il s'opposait. C'est-à-dire que Emmanuel Macron voulait rester dans les accords, faire vivre ces accords, et plus tard envisager d'autres textes, d'autres accords relatifs au développement du programme de missiles balistiques et à la question de l'influence régionale iranienne. Donc là, on est finalement dans une sorte de politique de une chose à la fois. Mais ça, c'est plutôt dans la bouche de Jake Sullivan que l'administration Biden s'explique là-dessus. C'est-à-dire que Jake Sullivan explique
qu'il ne faut pas laisser l'Iran troubler les alliés américains. Et il ne faut, d'ailleurs, à ce titre, il me semble qu'il ne faut pas avoir d'incompatibilité entre démocrates et néoconservatisme sur certains points, puisque sur certains aspects, Joe Biden s'accorde avec des éléments discursifs des néoconservateurs. Rappelons qu'à l'époque, par exemple, il était pour la guerre en Irak. Naturellement, la nouvelle administration est pour un encadrement de ces deux choses qui posent problème, encore une fois, de façon très différente et très éloignée de l'entourage de Trump, avec un Bolton qui était pour un regime change, ça n'a plus vraiment cours dans la nouvelle administration, ou d'un Pompeo qui était pour une déstabilisation avec une aide apportée, procurée à des groupes dissidents sur place. Avec l'administration Biden, on est plus dans le fait, si je puis me permettre, de considérer Téhéran comme un interlocuteur qui n'est pas venu à la table des négociations en pays vaincu. Or, les Iraniens ont souvent la perception que quand il s'agissait de l'administration Trump, ils avaient été considérés comme des signataires qui arrivaient après avoir perdu une guerre. Donc là, on est vraiment dans une perspective de signataire où chacune des parties est à égalité. Donc il s'agira dans un premier temps de lever les sanctions en lien avec le nucléaire, sans oublier à terme les autres questions. Ça a évidemment des répercussions sur la politique intérieure. Donc là, du coup, j'arrive sur la question de la politique intérieure, mais qui est héritière aussi de l'administration de Trump. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, on a tendance, la classe médiatique surtout, a tendance à distinguer les modérés, les conservateurs, et en plus de mettre dans le même panier les réformateurs et les modérés. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un modéré, c'est quelqu'un qui a une lecture modérée des rouages du système politique de la République islamique, mais sans envie d'en changer. Le réformateur est quelqu'un qui entend finalement modifier certains aspects des rouages de la République islamique d'Iran. Le conservateur, lui, est celui qui est en plein dans l'investissement de tous les éléments idéologiques et identitaires de cette République islamique d'Iran. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est plus dans le fait que depuis un certain nombre d'années, on voit que d'un point de vue sociologique, dans la population, il n'y a plus de systématisation du vote modéré quand on n'est pas religieux ou quand on n'est pas pro-idéologie de la République islamique. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on observe, c'est une distinction entre les religieux et les militaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas forcément très versé dans l'idéologie religieuse peut avoir envie de voter pour un militaire conservateur plutôt que pour un turbané, comme ils le disent, modéré. Donc c'est plutôt là qu'il faut voir les choses. Or, et ça c'est très important par rapport à la question des négociations avec les États-Unis, on voit que dans les candidatures présentées à la présidence, il y a deux gardiens de la révolution, Dehron et Saïd Mohammed. Donc, ce qui se passe clairement actuellement, c'est que la classe politique actuelle, c'est pas les gardiens de la révolution directement, même si bien évidemment ils ont un pied dans pratiquement toutes les institutions. Actuellement, il y a une distinction qui se fait entre la classe politique et les gardiens de la révolution. Donc, cette classe politique veut hâter une issue des négociations vite, avant qu'éventuellement la présidence passe entre les mains des gardiens de la révolution, parce que pour le coup, il est tout à fait envisageable qu'elle ne se pose plus la question des négociations par rapport à la question du nucléaire, et voire même qu'il se pose la question d'une sortie du JCPOA et du traité de non-prolifération. Petite parenthèse, de plus en plus, on voit émerger un discours conservateur de plus en plus décomplexé. C'est-à-dire qu'on était arrivé depuis la fin des années, on va dire depuis les années 90, à un discours conservateur qui était devenu complexé. C'était celui qui n'était plus vraiment majoritaire dans la population. Il était toujours très actif, mais plus vraiment majoritaire dans la population. Là, on le voit de plus en plus décomplexé. Et d'ailleurs, quand vous regardez les réseaux sociaux, il y a une nouvelle insulte, par exemple, qui émerge, et cette insulte, c'est Green Cardie, le détenteur de Green Card, pour aller désigner justement cette classe politique qui est au pouvoir actuellement en Iran, qui a fait ses études à l'étranger, qui finalement est tout à fait à même de quitter le pays sans trop de pertes et sans trop de fracas si jamais il y a une sorte de coup d'État déguisé en élection. Donc c'est cela que redoute la classe politique actuelle, d'où cette volonté de hâter une issue dans les négociations.
Maintenant, concernant la Chine, il y a beaucoup d'analystes qui disent, ah, je prends trop de temps, je vais faire plus vite, pardon. Il y a beaucoup d'analystes qui disent que l'Iran est visé au Moyen, quand l'Iran est visé au Moyen-Orient, c'est finalement la Chine, voire la Russie, qui sont touchés, ce qui n'est pas faux. Il n'y a qu'à observer ce qui se passe dans le cadre du port de Shah Bahor en Iran, qui est exempté de sanctions justement pour confisquer la reconstruction afghane aux Chinois au profit des Iraniens, alors que les relations diplomatiques sont malgré tout tendues entre les États-Unis et l'Iran, donc ça c'est une chose. Maintenant, en quoi est-ce que ces accords signés sur 25 ans entre deux cultures qui sont des empires depuis l'Antiquité peut être inquiétante? En premier lieu, tout simplement parce que ça permet à l'Iran de tenir le coup économiquement. Ça, c'est la première chose. C'est le fait de justement sortir, de limiter la casse en termes de suffocation économique et de pouvoir tenir la rampe concernant justement les leviers de négociation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, on ne sait pas clairement en quoi va consister ce pivot vers l'Est, puisque ce qui s'était passé lors des premières élections qui ont porté Hassan Rouhani au pouvoir, c'était justement cette volonté de se détourner de la Chine au profit de l'Occident pour une simple et bonne raison. C'est celle du fait que l'Europe incarne la qualité en termes de valeur marchande aux yeux des Iraniens. Donc ça, c'était une première chose. Étant donné que beaucoup de bâtons ont été mis dans les roues concernant le nucléaire, la levée des sanctions liées aux accords sur le nucléaire, on observe effectivement ce pivot vers l'Est, et aussi, bien évidemment, avec la question russe qui, on le sait, multiplie des initiatives de partenariats régionaux en Asie centrale, de partenariats bancaires, économiques ou autres. Donc, effectivement, ce sont deux choses qui peuvent susciter une irritation côté occidental. Merci beaucoup, Amélie. Dernière question de ma part, Dominique. La presse a beaucoup parlé des accords d'Abraham, qui ont frauduleusement été qualifiés d'accords de paix, sauf que les pays qui sont partis à ces accords n'étaient pas en guerre contre Israël. Donc, je pense que c'est une bien mauvaise façon de poser la question. Mais au-delà de ces querelles sémantiques, peux-tu nous évoquer la signification concrète de ces accords dits d'Abraham? Est-ce que c'est finalement la codification d'un état de fait des relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, et éventuellement le Soudan et le Maroc, mais c'est déjà sur un autre champ avec Israël? Est-ce qu'à ton avis, ces accords peuvent s'étendre à d'autres États? Évidemment, quand je te pose cette question, je pense à l'Arabie saoudite, que tu as déjà évoqué tout à l'heure, mais peux-tu nous préciser ta réflexion sur ce point? En d'autres termes, y a-t-il, oui ou non, sur le court terme, une éventualité, une possibilité pour que l'Arabie saoudite signe un tel accord avec Israël? Et enfin, est-ce que ces accords sont de nature à modifier les rapports de force géopolitiques dans la région? Dominique, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Dominique. Voilà. Le son m'avait été coupé par l'organisatrice, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je te disais, je voudrais faire trois très brèves réflexions avant de répondre à ta question. La première, je vais dans le sens de ce que disait Philippe tout à l'heure, mais en ajoutant un élément. Je crois que une des dimensions de la manière dont Biden s'exprime sur le conflit israélo-palestinien en particulier et sur le Proche-Orient en général, c'est l'évolution de l'opinion américaine. Je suis frappé que de sondage en sondage, il y a une distance qui, petit à petit, grandit entre l'opinion américaine et Israël. Et c'est notamment le cas dans l'électorat juif. Si Trump et Netanyahou ont réussi une chose, ce tandem que l'histoire jugera, c'est de radicaliser le désamour d'un grand nombre de juifs américains vis-à-vis d'Israël et de les précipiter dans les bras des démocrates. Je crois qu'on n'a jamais eu un pourcentage aussi fort de vote démocrate parmi les juifs américains. C'est évidemment très important, à mon avis.
Deuxième remarque que je voulais faire, l'échec de Trump a laissé Netanyahou et Mohamed Ben Salman orphelins. Et du côté de Netanyahou, ça n'a fait que renforcer l'échec qu'a constitué pour lui les 4 élections successives qu'il a voulu pour avoir une majorité suffisante à la fois pour échapper au procès qui lui est fait, ou qui lui sont faits, puisqu'il y a 3 accusations en fait, 3 chefs d'accusation, mais aussi pour continuer la politique radicalisée depuis 2015 qui est la sienne. Or, le fait est que, combination est mise à part, on verra ce qu'elle donne, il n'a pas eu cette majorité qu'il voulait. Mais que de leur côté, les challengers de Netanyahou n'ont pas eu non plus la capacité à porter une alternative majoritaire autour de perspectives unies entre eux. Donc, ça veut dire que la dépendance d'Israël vis-à-vis des États-Unis et la dépendance de Netanyahou est devenue cruciale. Et on ne comprend pas tout à fait, j'avoue que moi je ne le comprends pas tout à fait, l'attitude provocatrice qui est la sienne, où il donne l'impression de savonner la planche de Biden, mais semaine après semaine et mois après mois. Enfin, depuis 3 mois, c'est incroyable. Ce qui vient de se passer, je le répète, sur l'affaire iranienne, est quand même significative d'une certaine fébrilité, pour ne pas dire d'une certaine panique. Commencer à attaquer la centrale de Natanz pour gagner 9 mois, disent-ils, dans la fabrication de l'uranium enrichi, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable, sauf à imaginer, et alors c'est ma 3e remarque, je demande à Amélie de me le dire, de me le confirmer ou d'infirmer mon opinion, cette fébrilité israélienne, à mon sens, elle ne peut que signifier que les choses avancent. Et si elles avancent, je le crois personnellement, je ne suis pas un spécialiste de l'Iran, je ne veux pas dire de bêtises, mais Amélie me corrigera si j'en dis une, j'ai l'impression que les 2 parties ont intérêt à aboutir. Du côté américain, pour des raisons géopolitiques mondiales dont on vient de parler, notamment avec Philippe, mais aussi du côté iranien. Parce que quand même, le mécontentement dans la crise qui prend à la gorge les Iraniens est quand même très puissant, très fort. Les choses en Syrie ne se passent pas de manière si simple parce que le bras de fer avec Poutine, c'est un vrai bras de fer. Poutine veut être le seul vrai vainqueur de la guerre de Syrie. En Irak, la contestation des rapports avec l'Iran est quand même une réalité, même du côté chiite. Et moi, j'ai tendance à penser que l'affaire yéménite est quand même lointaine. C'est-à-dire, c'est plutôt nous, les observateurs occidentaux, qui avons transformé le Yémen en une guerre de l'Iran par outils interposés. J'ai l'impression que c'était plutôt une affaire yéménite dans laquelle l'Iran s'est trouvé embringué, mais sans vraiment avoir de plan de longue durée. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans une situation extrêmement mouvante. Et c'est la raison pour laquelle moi j'insistais auprès de Didier pour qu'on essaye d'approfondir comme on essaye de le faire ensemble, de telle manière à ce qu'on n'ait pas des grilles de lecture trop rigides qui empêchent de prendre la mesure des choses. J'ai pris un peu de temps pour dire ça parce que je crois que des accords d'Abraham, on ne pourra pas dire grand-chose tant qu'on ne saura pas jusqu'où la contestation de ces accords par Biden, en réalité, va. De toute évidence, il n'y a pas d'enthousiasme dans la nouvelle administration américaine pour des accords qui, de toute façon, ne règlent pas la question palestinienne qui, qu'on le veuille ou non, bien sûr, ça n'est plus la question centrale au sens où elle l'était dans les années 40, 50, 60, etc. Mais ça reste quand même le nœud, le cœur de la problématique proche-orientale. Et de toute évidence, il n'y a pas dans les accords d'Abraham de quoi les faire avancer. Au fond, pour dire les choses simplement, Didier, les accords d'Abraham n'ont fait que traduire la réalité d'une normalisation en cours depuis plusieurs décennies, qui avait commencé après Oslo. C'était Pérez qui rêvait du nouveau Moyen-Orient, mais ça avait beaucoup avancé à l'époque. Et ensuite, on a eu des rapports bilatéraux entre Israël et toute une série de pays arabes, y compris du Golfe, mais pas seulement du Golfe, qui se traduisent
dans les accords d'Abraham. Ce qui est très étonnant, il faut le dire, et je termine là-dessus, c'est la manière dont Netanyahou a retourné la question de l'annexion. Trump lui avait offert la possibilité d'annexer en fait la majorité de la Cisjordanie, parce que si on ajoute la vallée du Jourdain et l'ensemble des colonies légales et illégales, enfin elles sont toutes illégales au plan international, mais au plan israélien, il y en a une partie qui sont illégales, c'est la majorité de la Cisjordanie que Netanyahou pouvait annexer. Il ne l'a pas fait. C'était prévu le 1er juillet 2020, il devait y avoir une loi d'annexion qui soit adoptée par la Knesset. Et il a transformé la menace d'annexion en prétexte pour les dirigeants arabes de se rallier au projet des accords d'Abraham, c'est-à-dire, comme ils l'ont écrit d'ailleurs pour certains, tranquillement, sans le moindre cynisme bien sûr, c'est pour sauver les Palestiniens d'une annexion menaçante qu'ils ont accepté de normaliser leur rapport avec Israël. C'est un renversement assez curieux. Je crois quand même qu'on sous-estime, ce sera mon dernier point, la difficulté dans laquelle se trouvent un certain nombre de régimes arabes. Je ne parle pas des régimes de pays qui n'ont quasiment pas de population autochtone. Et donc la pression de la population de ces pays n'a pas grande importance. Mais ça n'est pas le cas de l'Arabie saoudite, ça n'est pas le cas du Maroc, ça n'est pas le cas. Je veux dire, il y a beaucoup de pays où l'opinion compte. Or, on vient d'avoir, j'incite tous ceux qui ne le connaissent pas à le lire, un rapport d'enquête auprès de 27 000 citoyens de 13 pays arabes qui nous montre, je termine Didier, qui nous montre un rejet presque unanime de la démarche commune des Israéliens et des dirigeants qui ont signé, puisque 6% seulement des personnes sondées, c'est plus qu'un sondage, 27 000 personnes, sont favorables aux accords de normalisation. Et on a toujours la perception des États-Unis et d'Israël comme le danger principal, bien avant l'Iran, même dans le Golfe. Donc, on comprend, et je termine là-dessus, pourquoi Mohamed Ben Salman a dit à Haaretz, un jour, dans une interview, si je signe avec Israël, mon peuple me tuera. Et je crois, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, que la pression de l'opinion, dans une période révolutionnaire arabe qui n'en finit pas de rebondir, elle est un élément dont les dirigeants arabes doivent tenir compte. Ils ont besoin d'Israël, ils ont besoin des États-Unis, aussi pour se maintenir au pouvoir, mais ils ont une population qu'ils risqueraient de repousser dans les bras des mouvements révolutionnaires s'ils le faisaient. Ok. Alors, j'ai de très nombreuses questions. Donc, par avance, ceux et celles qui sont connectés et pour lesquels je ne prendrai pas les questions me le pardonneront, mais il est impossible de tout traiter. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et il y en a qui se recoupent et qui se répètent parfois, même si ce sont des personnes différentes qui les ont posées. Donc, je vais privilégier celle-ci. Il y a plusieurs questions qui concernent les opportunités qui ont été créées pour la Chine et la Russie est évoquée à plusieurs reprises, grâce ou à cause de la politique menée par Donald Trump. C'est-à-dire qu'effectivement, cette politique a permis le retour, en tout cas c'est ce que posent les questions, de la Russie et l'arrivée de la Chine. Alors, la question qui est posée à 3 reprises, que doit faire Biden quant à ce paramètre nouveau de retour de la Russie ou d'arrivée de la Chine? Alors, je sais que tu n'es pas le conseiller de Biden, Philippe, et peut-être peux-tu nous apporter un élément de réponse. Mais là, je vous demanderai à tous d'être vraiment très bref, même si c'est très frustrant, mais c'est un peu la règle parce qu'on doit rendre l'antenne, si je puis dire, dans 20 minutes. OK, pour aller très vite, encore une fois, et de façon synthétique, l'administration Trump a été une aubaine pour la Chine, pour la Russie aussi dans une certaine mesure, mais moins. Pour la Chine, du simple fait que l'administration Trump a mené un effort tout à fait délibéré d'ailleurs de discréditation de l'idée du multilatéralisme, de la mise en œuvre d'une politique fondée sur les droits de l'homme, sur que le droit international maritime était quelque chose d'important, etc.
Trump, en détricotant lui l'ensemble des rapports diplomatiques internationaux que les États-Unis avaient auparavant construits, qu'on les aime ou pas d'ailleurs, a été une aubaine pour la Chine dont la montée en puissance n'a pas du tout été freinée, ou en tout cas pas de façon fondamentale par les sanctions commerciales mises en œuvre sous l'administration de M. Trump. Au cours des 15-20 dernières années, la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde, un des cœurs du capitalisme internationalisé, c'est-à-dire que le capitalisme globalisé aujourd'hui ne se comprend pas sans la Chine. La Chine est devenue un élément absolument indispensable du système global dans son ensemble, au niveau monétaire, au niveau des structures de production internationalisées, transnationalisées, au niveau des grands flux internationaux commerciaux, bien évidemment. Et donc, pour la Chine, sa montée en puissance a culminé en quelque sorte, en ce moment, au moment où les États-Unis se sont retrouvés après Trump dans une position de très grande difficulté politique, idéale et diplomatique dans le système international. Donc le problème aujourd'hui pour les États-Unis, c'est que faire? Que faire? C'est une vieille question. Que faire? Une politique d'endiguement actif est difficile à concevoir, bien qu'une politique d'endiguement sélectif est déjà en cours, que l'administration Biden poursuit la politique de Trump à cet égard et est dans une grande continuité, comme je l'ai dit au départ, avec Obama, une politique de restauration d'efforts au moins, de restauration des alliances et de consolidation des alliances avec les alliés régionaux des États-Unis, notamment en Asie orientale, en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord-Est, le Japon, Corée du Sud, Philippines, etc., avec cette grande difficulté là-bas, en Asie du Sud-Est, que la plupart des pays sont maintenant devenus des dictatures, des régimes autoritaires forts, bon, etc. Il reste très peu de pivots dans la région sur lesquels les États-Unis puissent s'appuyer, qui ne sont pas des régimes ouvertement autoritaires ou parfois dictatoriaux. Donc l'idée est celle-là, c'est de trouver les moyens de limiter les ambitions chinoises globalement, y compris au Moyen-Orient. Et je pense qu'effectivement, une des grandes raisons pour lesquelles les États-Unis ont un intérêt fondamental à trouver les éléments d'accord avec l'Iran, c'est précisément pour prévenir à court terme et à moyen terme une influence chinoise croissante au Moyen-Orient, là où les Chinois étaient très, très peu présents auparavant. La Chine ne voulait pas s'engager au Moyen-Orient de façon importante, puisque les coûts manifestement étaient très élevés de ces engagements. D'ailleurs, je tiens à souligner que les États-Unis viennent d'annoncer, à l'instant, Biden vient d'annoncer le retrait total des États-Unis d'Afghanistan. Donc oui, là, à l'instant. Donc, je pense que les États-Unis doivent essayer de trouver, sous Biden, un moyen de contenir la Chine sans mettre en œuvre une politique globale d'endiguement, comme au moment de la bipolarité avec l'Union soviétique, pour la très simple raison, c'est que la Chine fait partie du capitalisme mondial et que la configuration mondiale a changé. Il faut trouver d'autres moyens et d'autres leviers pour poursuivre une politique d'influence aujourd'hui. Merci Philippe. Une question peut-être pour Amélie. Deux personnes nous demandent comment expliquer que la dite communauté internationale n'ait pas réagi au bombardement contre Natanz par le Mossad, alors même que le Mossad revendique ouvertement cette opération militaire. Donc pourquoi aucune réaction? Alors qu'évidemment, au vu des enjeux de la possible réouverture de négociations, en dépit de toutes les limites que tu nous as parfaitement expliquées, il y a là une sorte de gap. Et pourquoi ne pas réagir aux va-t-en-guerre qui visiblement veulent saboter tout processus de négociation politique digne de ce nom? Micro. Ton micro, Amélie, ton micro, s'il te plaît. Donc, je ne saurais pas répondre au pourquoi il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. N'oublions pas que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il a faites, c'est son premier voyage à l'étranger, alors que la tradition américaine veut que ça se passe soit au Canada, soit au Mexique. Il l'a fait en Arabie Saoudite pour faire un contrat, de gros contrats, et qui plus est le jour des élections présidentielles en Iran. C'était un symbole.
fort, qui a marqué en fait une politique du déséquilibre qu'il a tenue pendant tout son mandat. Effectivement, les deux alliés privilégiés qui se sont sentis les plus lésés du fait du départ de Donald Trump, c'est Israël et c'est l'Arabie Saoudite. Or, ce problème électrique qu'il y a eu à Natanz n'est pas le seul, n'est pas le premier. On sait que, par exemple, le mois dernier, il y a eu une douzaine d'attaques de pétroliers iraniens qui tentent de ravitailler la Syrie en hydrocarbures pour la rénovation économique du pays, par exemple. Et assez régulièrement, il y a ce type de problème de sabotage, de torpillage qui émane soit d'Israël, soit de l'Arabie Saoudite pour signifier finalement à cette nouvelle administration américaine qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Mohammed Ben Salman et Benjamin Netanyahou ont fait partie des derniers à présenter leurs félicitations à Joe Biden, qui le leur a bien rendu, je crois aussi, qu'il les a mis en bas de sa liste des chefs d'État à contacter. Donc, on est en plein dans cette volonté de pousser les gardiens de la révolution à la faute. Parce que finalement, c'est ça, la volonté d'Israël et de l'Arabie Saoudite dans le cadre de leurs manœuvres malveillantes, c'est de pousser à la faute. Il y a eu assez régulièrement, parce que ça aussi, je pense que c'est intéressant de le remettre en place, depuis un certain nombre d'années en Iran, vous avez ce qu'on appelle une dissonance discursive, c'est-à-dire que vous avez une classe politique qui essaie incessamment de s'en remettre au droit international, qui essaie par exemple d'avoir des réactions proportionnées à des attaques. N'oublions pas par exemple ce qui s'est passé avec le double attentat en Iran pendant le conflit syrien par Daesh au Parlement, au mausolée de l'ayatollah Khomeini, qu'a eu comme réponse l'Iran? Une salve de missiles envoyée sur du matériel de Daesh à Deir ez-Zor. Pas de mort, pas de dommages collatéraux. C'est d'ailleurs l'un des arguments qu'invoque l'Iran pour dire on a besoin de notre programme de missiles balistiques, un, pour sécuriser notre territoire, et deux, pour qu'il n'y ait pas de dégâts, parce que si on ne peut pas faire d'essais, on risque d'avoir des appareils qui sont un petit peu moins précis et il y aura peut-être un petit peu plus de dommages humains. Et donc forcément, on a cette partie, cette classe politique qui essaie de parler le langage des négociations à l'international. Et à côté de ça, vous avez effectivement des manœuvres malveillantes, des droits d'Ormuz et ainsi de suite, qui sont plutôt de la responsabilité des gardiens de la révolution. On sait qu'en règle générale, cette dissonance discursive peut être concertée, mais parfois ce n'est pas le cas. Parfois, il y a souvent des oppositions réelles entre les deux classes. Là, clairement, étant donné qu'on est dans des cadres de négociation, on peut penser que la classe politique iranienne a pu finalement imposer fermement aux gardiens de la révolution de se tenir, parce qu'ils ont, ils ont une tradition à moins se tenir, de se tenir le temps que les négociations aboutissent à quelque chose et de ne pas tomber dans le panneau du fait d'être poussé à la faute. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que la... Pardon. Pardon, non. Finissez. Donc, du coup, pourquoi est-ce que l'opinion internationale ou la communauté internationale n'a pas réagi? Ça, je ne suis pas forcément en mesure de le dire. Excusez-moi, Amélie, je croyais que vous... Attends une seconde, Dominique, mais je vais te laisser la parole parce que il y a deux questions qui sont corrélatives et auxquelles tu vas répondre. C'est quelqu'un demande dans quelle mesure l'incapacité à gouverner Israël, au vu du résultat des dernières législatives anticipées, pourrait être une opportunité pour la mise en œuvre d'une initiative diplomatique visant une solution à deux États. Donc, en quelque sorte, si je comprends bien la question, l'affaiblissement très relatif d'Israël pourrait-elle favoriser une solution à deux États? Et deuxièmement, peut-on imaginer un arrêt du projet de colonisation? Bon, la question est brève, la réponse doit être aussi très brève, Dominique. J'y insiste beaucoup. Je dirais l'inverse. L'incapacité à gouverner Israël est aussi un moyen de faire durer les choses. Il y a une grande habitude en Israël du jeu avec le temps. Donc, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, d'abord il gouverne, Netanyahou. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. On vient de le voir à propos de Natanz. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit un élément positif. Ce qui serait positif, c'est qu'il y ait une majorité alternative qui s'engage avec l'administration américaine dans des pas qui permettent de renouer le fil de la négociation. Ce que je voulais dire à propos de la question précédente, Didier, c'est que moi, je crois avoir une réponse.
il y a dans l'impunité incroyable dont jouit Benjamin Netanyahou à l'échelle internationale, une part d'erreur générale sur ce qu'est Netanyahou. C'est-à-dire, on vit avec Israël comme si c'était encore Rabin, Peres, Ben Gourion. Non, on a au pouvoir un homme qu'on qualifierait dans n'importe quel autre pays de fasciste, qui a fait passer une loi constitutionnelle d'apartheid en toutes lettres. Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination, qui a fait passer une série de lois liberticides, incroyables quand on les lit, il y en a une douzaine, qui a mis en œuvre une politique qui va vers l'annexion, qui se permet d'expliquer que Hitler n'a pas voulu exterminer les Juifs et qui flirte avec des dirigeants populistes d'Europe centrale ou orientale, non seulement négationnistes, mais souvent antisémites. On est quand même dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'Israël qu'on a connu, qu'on critiquait, dont on critiquait la politique, mais qui restait, disons, des gens avec qui on pouvait parler. Là, visiblement, la communauté internationale ne sait plus comment parler, si elle le veut, je ne sais pas si elle le veut, avec Netanyahou pour le calmer. Ce qui s'est passé avec Nathan, c'est plus possible. On ne peut pas accepter qu'un pays se comporte comme ça. Donc, je veux dire, on est dans une... Je ne veux pas être naïf, chacun voit bien ce qui se passe en Israël, mais je pense qu'il y a un décalage entre la radicalisation de Netanyahou depuis 2015 et la vision qu'en ont ses partenaires, y compris d'ailleurs dans le monde arabe. On ne sent pas ce qui est en train de se passer. Haaretz a titré, écoutez-le bien parce que c'est vraiment important, la veille des élections, le gros titre c'était « Si on ne l'arrête pas maintenant, personne ne l'arrêtera plus ». Et il parlait de Netanyahou. Est-ce que je peux rajouter une toute petite chose du point de vue iranien, quand vous écoutez un grand nombre d'experts, donc c'est pas moi forcément qui me positionne, même si je trouve pas ça inintéressant, quand vous regardez la question israélienne, c'est une question qui est identitaire. C'est coextensif à la République islamique, mais d'un point de vue stratégique, c'est tout à fait secondaire. C'est même marginal. La question israélienne, c'est pas quelque chose qui a un rapport direct avec la sécurité nationale du territoire iranien. Hein. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est le backyard de l'Iran, c'est l'Irak, ensuite la Syrie, et le Yémen, c'est juste pour embêter les Saoudiens. C'est juste pour venir aider des soldats en claquettes, pour embourber les Saoudiens qui pensaient faire une guerre éclair. Toujours est-il, du point de vue de ces experts iraniens, en fait, ces attaques qui émanent d'Israël à l'encontre du nucléaire iranien et ainsi de suite, qui seraient là pour venir justement attaquer des traces de militaires, on pourra en parler, parce que ça on n'en a pas beaucoup parlé aussi, le fait qu'il y ait des traces de militarisation, c'est beaucoup plus pour un maintien dans le cadre de la politique intérieure israélienne, de la perspective selon laquelle l'Iran est un ennemi. Parce qu'à l'intérieur, ça n'a absolument aucun intérêt stratégique. Même si effectivement, on les entend scander quotidiennement Malbah, Amrikan, Malbah, Israël, sauf que bon là, ça a beaucoup changé. De plus en plus, les gardiens de la révolution et des Bassidj disent Malbah Rouhani, leur président, parce que leur président n'est pas un dur, n'est pas un gardien de la révolution. Ça, c'était la parenthèse, elle est refermée, excusez-moi. Non, mais je vais te laisser la parole, Amélie, parce que justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a Dorian qui nous demande si le retrait des Houthis de la liste des organisations terroristes que nous avons déjà évoquées ne risque-t-elle pas d'entraîner un regain des tensions ou du moins l'implication plus directe de l'Iran sur la scène yéménite et dans ce cas un contrôle au moins direct des deux détroits majeurs du Moyen-Orient? Je pense que c'est un peu de politique fiction, mais bon, la question est posée et il y en a une autre qui a trait aux Houthis, donc je me permets de te la soumettre. Oui, donc en fait, ça fait partie des signes de réchauffement des relations entre les États-Unis et l'Iran. En fait, concrètement, officiellement, c'est même peut-être un peu risible, mais les Iraniens disent qu'ils n'apportent qu'un soutien moral aux Houthis au Yémen. Bon, on sait bien que ce n'est pas forcément le cas, étant donné que même l'envoyé spécial de l'ONU pour négocier autour de la question yéménite est parti 2 ou 3 jours en Iran pour rencontrer des officiels, une rencontre de la délégation d'Ansarallah en Iran. Donc,
La question, c'était est-ce que le fait d'avoir retiré les Houthis de la liste, ça va envenimer les relations avec l'Arabie Saoudite? C'est bien ça, parce que la fin de la phrase n'était pas très audible. Pardon, j'entends pas. Là, c'est moi qui oublie. Non, la question qui est sous-jacente, c'est effectivement le retrait des Houthis de la liste des organisations terroristes ne risque-t-elle pas d'avoir comme conséquence l'intervention directe de l'Iran sur la scène militaire yéménite? Alors, c'est pas impossible. Maintenant, d'un point de vue stratégique, c'est encore une fois, c'est pas la priorité. C'est-à-dire que l'Iran n'a pas d'intérêt. En fait, le seul intérêt de l'Iran autour de la question yéménite, c'est d'embêter les Saoudiens, de leur faire perdre du temps et de décrédibiliser l'administration MBS, tout simplement. Donc, c'était un peu comme quand on se posait la question à l'époque, suite au retrait unilatéral de Donald Trump, est-ce que les gardiens de la révolution vont faire un coup d'État? Il y avait trois perspectives qui se posaient. C'était soit on retourne à un statu quo hanté de l'époque d'Ahmadinejad, soit on arrive à compter sur la solidité des reins économiques de la Chine et de la Russie, soit on a un coup d'État des gardiens de la Révolution. Mais pourquoi? Quel intérêt aurait-il à faire cela, étant donné que, un, ils sont le surmoi de la République islamique, en d'autres termes, ils sont co-extensif à la République islamique, et deux, ils ont envoyé tout leur argent à l'extérieur du pays. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre les rênes du pays. Là, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que quel intérêt l'Iran, alors qu'ils sont déjà sur beaucoup d'autres dossiers bien plus importants, aurait-il à finalement entrer plus directement au Yémen? Ça n'est pas impossible. D'ailleurs, petite précision, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de les avoir retirés de la liste des organisations terroristes, ça fait que l'Iran n'est plus considéré comme ce qu'on appelle les associated, c'est-à-dire ceux qui sont en complicité avec le terrorisme, mais c'est très facile finalement de les remettre dans une position compliquée. Il suffit qu'il y ait une mesure de prise dans la journée au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Donc, c'est pas si blanc-seing que ça. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose à envisager. Ce n'est pas dans l'intérêt tactique et stratégique de l'Iran. Merci. Philippe, une question très précise sur l'avenir du marché de l'armement états-unien en Arabie Saoudite. Je ne suis pas spécialiste du marché de l'armement au niveau international, ni en particulier pas de marché de l'armement vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Peut-être que Dominique ou Amélie pourraient répondre. Je pense que les ventes d'armes vont continuer, mais avec des limites, puisque les États-Unis veulent que l'Arabie Saoudite veulent distendre leurs relations avec l'Arabie Saoudite, non pas casser, mais distendre leurs relations. Un peu plus de relâchement de ces relations. Ils veulent aussi inhiber l'utilisation des armements américains, des armes américaines dans des conflits régionaux tels que le Yémen. Donc, je pense qu'il y aura des limitations qui seront imposées, mais que, évidemment, les relations économiques plus fondamentales entre l'Arabie et les États-Unis resteront, et qu'il y aura continuation de certaines ventes d'armes, du moins, entre les États-Unis et l'Arabie. Ok. Alors, il y a une question que nous n'avons pas du tout abordée, et elle est posée à deux reprises. C'est, je la cite dans le texte, quid du Rojava, c'est-à-dire la zone qui est contrôlée par les forces nationalistes kurdes dans le nord de la Syrie. On a bien vu que Biden considérait que ces Kurdes organisés dans le Parti de l'Union démocratique restaient des alliés parce qu'en arrière-fond, il y a la nécessaire poursuite de la lutte contre Daesh. Quid de cette question? Est-ce que le soutien de Biden ou des États-Unis, de façon plus générale, va se maintenir, voire s'accroître à l'égard des Kurdes syriens? Philippe, peut-être, non? Ou enfin, qui veut? Qui veut? Nous sommes vraiment dans les dernières minutes de notre entretien. C'est-à-dire que très, très, très rapidement, Donald Trump a lâché les Kurdes et il l'a fait de façon tout à fait morale. Hein, je veux dire, il a lâché des alliés qui avaient contribué au succès décisif contre Daesh en Syrie. Donc, il est possible, en effet, qu'il y ait une amélioration un retour vers une aide plus directe américaine vis-à-vis des Kurdes. Pour l'instant, nous n'avons aucune. Moi, je n'ai pas d'éléments précis là-dessus, mais je pense que ce n'est pas totalement inconcevable. Ceci dit, dans l'ensemble, les États-Unis tentent de se retirer de certains conflits. Je crois que
comme je l'ai mentionné pour l'Afghanistan avant, je pense que vis-à-vis de Daesh, les États-Unis vont continuer à maintenir une présence, et donc c'est pas du tout impossible qu'il y ait des éléments de soutien. Didier, on a dit tout à l'heure que Trump était responsable de l'abandon de la Syrie. Pour l'histoire, il faut quand même dire que l'abandon a commencé avant. C'est Obama qui, après la défection de Cameron, comme on le sait, pendant l'été 2013, a renoncé à ce qui était en train de se préparer contre le boucher de Damas. Et donc, bien que Trump mérite toutes les invectives, mais quand même, la réalité est que sur le dossier syrien, Barack Obama apporte une responsabilité importante. C'est lui qui a ouvert la porte aux Russes. C'est lui qui a permis à Poutine de devenir le sauveur, je le répète, du boucher de Damas, quand même. Oui, un mot là-dessus, je pense que c'est vrai dans l'ensemble. De l'autre côté, il faut aussi regarder dans la perspective des décideurs américains de l'époque. Juste après la guerre en Irak, Obama avait dit que les États-Unis étaient encore en Irak, en Afghanistan, etc. Obama, pendant la campagne électorale, avait clairement dit et redit que les États-Unis devaient se retirer des grands conflits régionaux, particulièrement au Moyen-Orient. Intervenir en Syrie, soit c'était une intervention symbolique sans véritable effet, c'est-à-dire comme Trump l'a fait, c'est-à-dire quelques bombardements symboliques contre des sites militaires ou des sites politico-militaires syriens, soit intervenir massivement, c'était absolument inconcevable dans la configuration de la politique intérieure américaine. Je voulais juste rappeler l'histoire. Je ne dis pas qu'il a eu tort ou raison, c'est une autre affaire. Non, je veux dire simplement. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Trump. Hein. Non, mais c'est vrai, là je suis d'accord. Trump n'a pas exécuté Rosenberg. Trump n'est pas responsable du Ku Klux Klan, même si son père était lié au Ku Klux Klan, etc., etc. Essayons de garder mesure. Alors, mes amis, il est 20 heures précisément, donc nous allons clore malheureusement ce débat parce qu'il aurait pu continuer encore bien longtemps. Vraiment, un très, très grand merci à vous trois. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé leurs questions. Encore une fois, je m'excuse pour les questions qui n'ont pas été posées. Un grand merci à vous trois, disais-je, pour la richesse de vos réflexions croisées, mais qui se complètent en réalité. Quand j'avais pensé à l'organisation de cette soirée, je m'étais dit c'est un défi parce que les dossiers sont tellement multiples et complexes que ça va être compliqué de s'y retrouver. La clarté de chacune de vos explications nous a permis, je crois et j'espère, d'y voir beaucoup plus clair. Ce sont autant de pistes de réflexion pour mieux décrypter ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Donc un très, très, très grand merci. Je n'ose pas vous donner rendez-vous dans 3 mois, mais en tout cas bientôt sur le même exercice pour continuer à suivre les évolutions de la région et de la politique des États-Unis, mais aussi, Amélie l'a évoqué, il sera peut-être aussi utile d'aborder la politique de la France, la politique de M. Macron. Il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire. Ce sera une autre histoire. On se retrouvera, je l'espère et le souhaite, et j'espère surtout en présentiel, car la vraie frustration de cette soirée, c'est qu'on ne soit pas ensemble et qu'on ne puisse pas poursuivre ce débat autour d'un verre dans le bar d'à côté de la rue Mercœur. Merci à tous, bonsoir et j'espère à tout bientôt. Mes amitiés les plus sincères. Merci beaucoup. Merci à l'Iris.